Ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Ce matin, les sénateurs ont adopté le projet de loi qui met en place des jurés populaires dans les tribunaux correctionnels et qui réforme en profondeur la justice des mineurs. Parmi les mesures votées par les sénateurs, la possibilité d'une comparution immédiate sur convocation d'un officier de police judiciaire pour les mineurs de moins de 16 ans et la création d'un tribunal correctionnel pour les mineurs de moins de 16 ans récidivistes. C'est d'ailleurs le vote de ces deux mesures que je vous propose de revoir tout de suite. Bonne séance à tous. Nous en venons maintenant aux articles 17 et 29 appelés par priorité. À l'article 17, Monsieur Michel, vous avez demandé la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Ma prise de parole concerne en fait le titre 2. La Commission a souhaité que des articles viennent avant pour des questions, je dirais, de cohérence. Mais je vais faire une intervention générale sur ce titre 2 qui concerne la justice des mineurs et ensuite, voilà. Nous pensons que si ce texte était abordé par le Parlement et était validé par le Conseil constitutionnel, il signifierait la démolition de l'ordonnance de 45. Or, l'ordonnance de 45, il faut le savoir, elle a été promulguée par le général de Gaulle, qui proclamait solennellement « Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l'enfance et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l'enfance traduite en justice ». Il faut replacer ces phrases dans leur contexte historique et dans le contexte de la personne qui les a prononcées et qui peut-être avait d'autres idées en tête à ce moment-là, mais il a écrit ça. Depuis d'ailleurs, la Convention internationale des droits de l'enfant, ratifiée par la France, dans son article 40, prescrit également qu'il faut tenir compte de l'âge de l'enfant pour faciliter sa réintégration dans la société. Et la minorité en France est déterminée par l'article 388 du Code civil. Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de 18 ans accompli. Donc de ce point de vue-là, tout essai pour faire basculer la majorité plus bas, à 16 ans par exemple, la minorité est un essai qui, de notre avis, est inconstitutionnel. Plus récemment d'ailleurs, le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies a préconisé le changement des lois qui traitent les mineurs comme les majeurs, en réaffirmant l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être une considération primordiale. Or, le projet de loi qui nous est soumis, Monsieur le Ministre, s'écarte des principes fondamentaux posés par le Conseil constitutionnel et surtout, venant de vous, personnellement, car là c'est au garde des Sceaux que je m'adresse, Michel Mercier, eh bien il s'éloigne de la philosophie qui a inspiré la France depuis 1945. Car à l'époque, qui a été à la base de l'ordonnance de 1945? Ce qu'on appelait les démocrates chrétiens. Le garde des Sceaux était un de vos illustres ancêtres, Pierre-Henri Tedgen. Les magistrats, c'était Pierre Ancel. Les juges des enfants qui, à cette époque, ont construit le droit des mineurs par leur pratique, je vais en citer quelques-uns, c'était Pierre Martaguet à Bordeaux, c'était Pierre Savigno, c'était Henri Gaillac, des hommes qui ont passé toute leur vie dans la magistrature, sans avancement pratiquement, pour la défense de l'ordonnance de 1945, de la protection des enfants, tant au pénal que, ensuite, dans l'ordonnance de 1958, pour l'assistance éducative. Or, aujourd'hui, vous faites litière de tout cela et vous vous rapprochez ostensiblement du droit des majeurs. D'abord, on le verra tout à l'heure, à l'instant même, par une espèce de comparution immédiate des mineurs devant un tribunal correctionnel nouveau. Or, aujourd'hui, on sait que les mineurs, avant d'être traduits pénalement, sont suivis par des éducateurs et qu'ensuite, devant le juge des enfants, seul dans son cabinet, ou devant le tribunal, on a un rapport sur ce qu'ils ont fait depuis leur acte de délinquance. Là, tout ça est balayé. Deuxièmement, vous instituez un nouveau tribunal pour les 16-18 ans. Troisièmement, vous remplacez un certain nombre de mesures éducatives par des peines. Tout ceci nous paraît totalement contraire à la philosophie et aux dispositions de l'ordonnance de 1945 et également aux dernières décisions du Conseil constitutionnel, même si vous prétendez le contraire, et vous allez prétendre le contraire, monsieur le garde des Sceaux. En effet, à l'occasion de la loi Perben 1, le Conseil constitutionnel, le 29 août 2002, a reconnu le principe fondamental de la justice des mineurs,
la loi du 12 avril 2006 sur la majorité pénale, la loi du 22 juillet 2012 sur le tribunal pour enfants, l'ordonnance du 2 février 1945. Ces textes, pour le Conseil constitutionnel, sont intangibles dans leur philosophie. Or, vous les bousculez assez confortablement. Et ensuite, tout dernièrement, le Conseil constitutionnel a encore repris cette jurisprudence pour affirmer qu'un essai de comparution immédiate des mineurs était inconstitutionnel. Vous le reprenez sous d'autres termes, mais tout ceci ne fait illusion à personne. Vous êtes en dehors des règles. Et vous êtes en dehors, surtout, Monsieur le Ministre, de la philosophie qui a inspiré les principes de l'ordonnance du 2 février 1945, priorité à l'éducatif, avant tout. Car il ne s'agit pas d'éviter la récidive des mineurs, il s'agit d'éviter que les mineurs tombent dans la délinquance. C'est quand même de cela dont il faudrait parler d'abord. Professionnels spécialisés autour de l'enfant. Or là, comparution immédiate par un officier de police judiciaire, on ne parle absolument plus des professionnels spécialisés. Traitement personnalisé du suivi de l'enfant, on n'en parle absolument plus, ni dans la comparution immédiate, ni dans la nouvelle juridiction que vous instituez. Recours exceptionnel et limité à la détention, on verra au cours des articles que ce n'est pas le cas. Donc, tout ceci nous éloigne considérablement des principes qui ont jusqu'ici régi la justice des mineurs et nous rapproche, malheureusement, je dirais, de la justice des mineurs qui a cours notamment aux États-Unis d'Amérique, qui est peut-être une grande démocratie, mais qui en matière de justice a encore beaucoup de progrès à faire. Merci, Monsieur Michel. Trois amendements identiques faisant l'objet d'une discussion commune. Parole ? Non, elle présente son amendement. L'amendement numéro 31. Voilà. Merci. Oui, comme vient de le dire notre collègue, nous arrivons ici à un volet important, celui du jugement des mineurs, un volet d'autant plus important que malheureusement il est resté, et nous le regrettons, assez ignoré par tout le monde et en particulier par les médias. Je vous rappelle que l'article 41 de la loi LOPSI 2 introduisait un article 8.3 au sein de l'ordonnance de 1945 prévoyant que le procureur de la République peut poursuivre un mineur devant un tribunal pour enfants selon la procédure prévue à l'article 390-1 du Code de procédure pénale. Citation à personne par greffier ou l'OPJ sur instruction du procureur de la République. Si des investigations supplémentaires sur les faits ne sont pas nécessaires et que des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies, le cas échéant à l'occasion d'une procédure engagée dans les 6 mois précédents ou d'une procédure ayant donné lieu à une condamnation dans les 6 mois précédents. Le Conseil constitutionnel a considéré dans sa décision du 10 mars 2011 que ces dispositions sont applicables à tous les mineurs, quel que soit l'âge, l'état du casier judiciaire, la gravité de l'infraction poursuivie, qu'elles ne garantissent pas que le tribunal disposera d'informations récentes sur la personnalité du mineur lui permettant de rechercher son relèvement éducatif et moral, que par suite elles méconnaissent les exigences constitutionnelles en matière de justice pénale des mineurs. Il a déclaré cet article contraire à la Constitution. Le présent article propose une nouvelle procédure censée tenir compte des observations de la décision de la dernière décision donc du Conseil constitutionnel. Elle prévoit que le procureur de la République peut poursuivre devant le tribunal pour enfants, toujours selon les termes de l'article 390-1 du Code de procédure pénale, des mineurs âgés d'au moins 13 ans lorsqu'il est reproché d'avoir commis des délits punis de 5 ans d'emprisonnement et des mineurs d'au moins 16 ans lorsqu'il leur est reproché d'avoir commis des délits punis de plus de 3 ans d'emprisonnement. La convocation est délivrée aux mineurs par un officier de police judiciaire dans les locaux du commissariat, soit directement après une période de garde à vue, soit après que ce dernier a été invité à se présenter en vue de la remise de cette convocation. La convocation ne peut être délivrée que si les investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et si les investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies. Le cas échéant, selon la procédure de l'article 12, le rapport est établi par la protection judiciaire de la jeunesse à la demande du procureur de la République, du juge des enfants ou de la juridiction d'instruction
contenant tous les renseignements utiles sur la situation du mineur, ainsi qu'une proposition éducative, à l'occasion d'une procédure en cours ou d'une procédure antérieure à 1 an. Le mineur doit être assisté d'un avocat désigné par lui ou commis d'office. La convocation est adressée aux mineurs et aux parents, tuteurs ou personnes au service duquel le mineur est confié. Quant à l'audience, elle doit se tenir dans un délai qui ne peut pas être inférieur à 10 jours et supérieur à 2 mois. Cette procédure, qui existe pour les majeurs, consiste pour le parquet à faire convoquer en justice un mineur d'au moins 13 ans lorsqu'il lui est reproché d'avoir commis un délit puni de 5 ans. Donc, si le procureur choisit ce mode de saisine du tribunal, c'est dans le but de favoriser une comparution immédiate du mineur, puisque l'audience doit se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à 10 jours. Ainsi, là, on s'aperçoit que ce dispositif se calque sur la procédure pénale applicable aux majeurs. Donc, on voit que, par cette procédure, que l'excuse de minorité n'existe plus. Par ailleurs, le recueil de renseignements de l'article 12 ne constitue pas une investigation, mais une simple enquête rapide, et il se résume souvent à un simple entretien avec le mineur au dépôt d'une rencontre avec les parents. Très judicieusement, monsieur le rapporteur, vous avez préféré le recueil de renseignements à l'article 12 à celui de l'article 8 plus complet, et nous ne pouvons que le regretter. Merci. Merci. L'amendement 71, Madame Maton-Poinat. Oui, merci Madame la Présidente. Alors cet article entend généraliser la convocation des mineurs par officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants, en lieu et place d'une procédure de convocation devant le juge des enfants. Il supprime donc la phase d'instruction du juge afin de favoriser une convocation rapide, ce à quoi, à l'instar du Conseil constitutionnel, nous sommes fermement opposés. La LOPSI prévoyait déjà qu'une procédure de citation directe proche de la comparution immédiate pourrait être utilisée à l'encontre des mineurs. Jusqu'alors, le droit pénal des mineurs écartait toute procédure immédiate, même si 2 réformes, de 2002 puis de 2007, permettaient de juger dans un délai déjà réduit à 10 jours, sous certaines conditions, dès lors que les auteurs sont connus et les faits établis. Pour autant, le Conseil constitutionnel s'est opposé à ce volet de la LOPSI et à une justice expéditive ne permettant pas de prendre en compte les évolutions du mineur et le contexte éducatif dans lequel il évolue. Malgré cette défaite constitutionnelle, le gouvernement a donc décidé de passer outre et de trouver de nouvelles pistes d'accélération de la justice des mineurs. Dans le même souci d'accélérer ces procédures, le texte propose d'insérer dans l'ordonnance de 1945 un article 8.3 aux fins de permettre la convocation par officier de police judiciaire devant ce tribunal pour enfants. Sera donc concerné le mineur âgé d'au moins 13 ans, lorsqu'il lui est reproché d'avoir commis un délit puni de 5 ans d'emprisonnement, ainsi que le mineur d'au moins 16 ans, lorsqu'il lui est reproché d'avoir commis un délit puni de 3 ans d'emprisonnement. Si les faits sont établis et si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies à l'occasion de la procédure en cours ou d'une procédure antérieure de moins d'1 an, l'audience se tiendra dans un délai qui ne peut être inférieur à 10 jours et supérieur à 2 mois. A contrario, le projet propose de supprimer cette procédure rapide datant de 1995. La convocation par l'officier de police judiciaire aux fins de jugement devant le juge des enfants. Et il faut dire que cette procédure ne présente pas l'intérêt espéré par le gouvernement, puisque le juge des enfants, ainsi saisi, ne peut prononcer que des mesures éducatives et ne peut pas condamner à une peine. Bref, en supprimant la possibilité d'avoir recours à cette procédure, vous voulez frapper un peu plus vite et peut-être un peu plus fort. Nous ne voulons pas de cette justice expéditive, et d'autant moins qu'elle s'adresse aux mineurs. Donc nous vous demandons la suppression de cet article. Merci. Le 137 rectifié, Monsieur Mézard. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. C'est aussi un amendement de suppression de cet article 17 avec lequel nous entamons l'examen des dispositions relatives à la justice des mineurs et avec la 35e modification depuis l'ordonnance du 2 février 1945. Nous savons tous ici que ce droit pénal des mineurs est strictement encadré par le Conseil constitutionnel, qui l'a encore rappelé il y a peu, par 3 grands principes.
priorité de l'éducatif avant tout jugement, spécialisation des juridictions et mise en œuvre plus protectrice de la loi et de la procédure pénale. Or, cet article 17 donne un aperçu tout à fait contestable de la mise en œuvre de ces trois grands principes. Nous y voyons, par exemple, la suppression de la convocation par OPJ et devant le juge des enfants au profit de son institution devant le tribunal pour enfants, ce qui est tout à fait inopportun. Et je dois dire qu'ajouter à la procédure de présentation immédiate, ce système confère de fait au parquet la maîtrise de l'audiencement devant les juridictions pour mineurs, tribunal pour enfants et nouveau tribunal correctionnel des mineurs. De ce fait, le juge des enfants perd toute prérogative lui permettant d'audiencer au tribunal pour enfants en fonction des priorités, alors que c'est quand même le juge des enfants qui connaît le mieux les dossiers des enfants, parce qu'il les suit, soit au pénal, soit en assistance éducative, et de ce fait, nous avons des choix qui s'effectueront en opportunité et malheureusement sans une cohérence globale. Donc là, c'est un choix que vous réalisez, en fait, et j'y reviendrai peut-être en explication de vote. Il s'agit de quoi? De dire qu'il y a une grande augmentation de la délinquance des mineurs, ce qui est inexact au vu des chiffres par rapport à la délinquance en général. Et c'est un choix au moment où nous devrions avoir tous ces débats sur le statut du parquet. C'est un choix de donner pouvoir, le choix d'opportunité, que le parquet soit, on le dit souvent, le juge de l'opportunité des poursuites, soit. C'est une tradition de notre droit pénal. Mais là, vous allez plus loin et je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Donc, en vertu de ces considérations-là, en plus par le fait que cet article 17 vise tous les mineurs de plus de 13 ans à l'encontre de qui une peine peut être prononcée, qu'il n'y a aucune distinction selon la gravité de l'infraction et que la COPJ pourra être mise en œuvre à l'encontre du multirécidiviste comme du primo-délinquant, sans gradation ni distinction. Nous pensons là encore que c'est une mauvaise innovation, contraire d'ailleurs à la tradition de notre droit. Et, Monsieur le Ministre, être soucieux des traditions, des grands principes de notre droit, c'est faire preuve de bon conservatisme, car cela peut exister, et vous en êtes souvent l'illustration. Merci. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission. L'article 17 du projet de loi, que ces trois amendements souhaitent supprimer, Madame la Présidente, tend d'une part à supprimer la procédure de convocation par officier de police judiciaire devant le juge des enfants en fin de jugement, et d'autre part à créer une procédure de COPJ devant le tribunal pour enfants. La suppression de la procédure de COPJ aux fins de jugement, introduite en 1996, se justifie par le fait qu'elle est peu utilisée. En outre, le juge des enfants a la possibilité, lorsqu'il met le mineur en examen, de le juger en cours de procédure et de prononcer à son encontre une ou plusieurs mesures éducatives. Il y avait donc redondance, le texte clarifie les choses. La création d'une procédure de COPJ devant le tribunal pour enfants permettra quant à elle d'accélérer le jugement de mineurs déjà bien connu de l'autorité judiciaire. Je précise qu'à la différence de la procédure de présentation immédiate, il n'est pas prévu de pouvoir placer le mineur sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire en attendant l'audience de jugement. Enfin, votre commission a bien précisé que cette procédure ne pourrait être mise en œuvre que lorsque la juridiction dispose d'investigations approfondies et récentes sur la personnalité du mineur et non d'un seul RRSE, recueil de renseignements socio-éducatifs. Il semble à votre commission qu'ainsi définies, ces dispositions permettent de garantir un équilibre satisfaisant entre l'exigence de célérité de la réponse pénale et le respect des principes constitutionnels applicables au droit pénal des mineurs. L'avis est donc défavorable pour les trois amendements. Monsieur le ministre. Même avis. Avant de mettre aux voix, y a-t-il des demandes d'explication de vote? Madame Claes. Madame la Présidente. Oui, merci Madame la Présidente. Je voulais faire quelques remarques et peut-être apporter quelques chiffres au débat. Au jour d'aujourd'hui,
c'est une mesure telle qu'elle nous est présentée qui serait certainement beaucoup plus appliquée, qui sera certainement beaucoup plus appliquée qu'en 96, puisque par le jeu et le biais de l'ensemble des réformes et du durcissement du code de procédure pénale auquel on a assisté ces dernières années, c'est 75% des mineurs délinquants qui seraient concernés par cet article aujourd'hui. Et donc 75%, ça ne me paraît pas anecdotique. Ça, c'est la première remarque que je voulais faire. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est qu'il n'est pas anormal qu'un enfant, parce qu'on parle de mineurs, mais il faut peut-être quand même se rappeler que les mineurs, ce sont d'abord des enfants qui sont des adultes en devenir et en construction. Il n'est donc pas anormal qu'ils se construisent par des tentatives de transgression de l'interdit. Il est donc tout à fait normal d'y répondre, d'abord par l'intermédiaire des parents, et s'ils sont défaillants ou s'ils ont besoin d'une aide supplémentaire, par l'intermédiaire de la société. Cependant, la réponse se doit d'être adaptée aux faits réels et se doit d'abord d'être à visée éducative, ce qui commence à être un petit peu moins le cas dans le texte qui nous est présenté aujourd'hui. L'autre remarque que je voulais faire, c'est que la présentation de ce texte méconnaît manifestement les caractéristiques de la récidive des mineurs. En fait, 75% des mineurs délinquants ne sont vus qu'une fois. Ne sont vus qu'une fois par les services de la justice. 5% seulement des mineurs délinquants deviennent des majeurs délinquants. 5% des enfants délinquants deviennent des adultes délinquants. Donc pour 5% d'enfants délinquants pour lesquels le système aujourd'hui en place se révèle défaillant, on est en train de mettre en place un système qui concernera demain 75% des enfants délinquants. J'y vois, moi, une incohérence et en tout cas le risque fort de l'inutilité et de l'inefficacité du système qu'on est en train de mettre en place, indépendamment du fait que l'on bafoue là le droit des enfants et que l'on bafoue là la nécessité de la prévalence de l'éducatif sur le répressif. 75% des enfants. Et on va donc mettre dans un système calqué sur le système réservé aux adultes, 75% des enfants délinquants, alors que le système des adultes, lui, a fait la preuve de son efficacité, puisque 75% des adultes, eux, récidivent. Madame la Présidente, Borvo-Cohen-Seat. Merci, Madame la Présidente. Je crois que les dispositifs que vous préconisez, qui rapprochent les procédures mineures des procédures pour majeurs, et sont sous-tendus quand même par, chez vous, dans votre esprit, on va dire, par l'idée que la justice des mineurs et donc les juges pour enfants sont trop indulgents, qu'ils ont une vision ancienne de l'enfance ou de la jeunesse ou des mineurs. On connaît les qualificatifs que vous aimez employer à leur sujet, enfin pas forcément vous, monsieur le ministre, mais enfin certains. Et donc qu'il faut absolument pousser à ce que les mineurs soient jugés très rapidement et aient une sanction pénale le plus rapidement possible. Alors évidemment, cela pourrait être entendu si on pensait que ça avait une efficacité. Or, bien entendu, monsieur le rapporteur, vous connaissez suffisamment les professionnels, d'ailleurs vous les avez entendus, enfin écoutés pour le moins, entendus je ne sais pas, écoutés comme moi, et ils disent tout le contraire. Ils disent même qu'un mineur qui est entré à un moment donné dans la délinquance, on peut considérer déjà, d'une part, s'il y est peut-être rentré, mais qu'il n'y est pas rentré pour toujours, parce qu'il y a aussi quand même répandu l'idée que quand on est rentré dans la délinquance, on n'en sort plus. Donc, du coup, vous voyez, après, que faire? Bon, voilà. Mais donc, des mineurs qui sont entrés en délinquance, au fond, préfèrent finalement être jugés très rapidement, éventuellement aller à la case prison, dont ils mesurent sans doute pas ce qu'il en est, plutôt que d'être pris en charge sur la durée, dans la perspective de les sortir précisément de la délinquance. Donc, je crois que les réflexions que font les professionnels me semblent, en tout cas,
pour moi, elles me paraissent pertinentes, mais en tout cas, elles méritent d'être entendues. Et je crois d'ailleurs que pour ceux qui ont vu des mineurs enfermés, délinquants donc, enfermés, que ce soit d'ailleurs en centre éducatif fermé ou en prison, devraient réfléchir quand même à ce qui se passe. Parce que, vous savez, on a fermé les centres de rééducation il n'y a pas si longtemps historiquement, mais enfin il y a déjà quelques décennies, pour des raisons qui peuvent se reproduire aujourd'hui, et qui se reproduisent bien souvent d'ailleurs, dans les lieux fermés pour les mineurs. Et en plus, chacun sait aussi que la prison est peut-être éducatrice, entre guillemets, pour les mineurs, mais pas dans le bon sens. Vous voyez ? Donc je crois que si on cherche vraiment à prendre en charge les jeunes qui, à un moment donné, ont commis des actes délictueux, même graves, si on cherche à faire en sorte qu'ils ne soient pas des délinquants qui se prolongent et qui puissent avoir une possibilité de devenir des adultes insérés dans la société un jour ou l'autre, ou en tout cas qui ne soient plus délinquants, je crois que ça mérite quand même qu'on prenne le temps de réfléchir plutôt que de dire, pour encore une fois, par volonté d'affichage, qu'on va voir ce qu'on va voir et nous on va les punir le plus rapidement possible et on va les envoyer à la case prison le plus rapidement possible. Merci. Madame la Présidente Tasca. Merci Madame la Présidente. Beaucoup de raisons juridiques, constitutionnelles, historiques nous conduisent à récuser cet article 17 et votre conception nouvelle de la justice des mineurs. Mais je voudrais ajouter à ces raisons le refus qui est le nôtre de la vision que ce texte propose de l'enfance et de l'adolescence. C'est une vision à la fois de peur, comme si notre société était en totale défense à l'égard de ces enfants délinquants. C'est aussi une vision d'abandon. À partir du moment où vous alignez la justice pour mineurs sur la justice pour adultes, ça veut dire que vous gommez toutes les chances de cette période de la vie de se rattraper, d'évoluer, de changer. Et Dieu sait que tous ceux ici qui ont des enfants savent à quel point leur personne bouge d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre. Donc vous nous proposez une vision absolument fermée et sans espoir. Et je voudrais vous dire la contradiction que je vois entre cette démarche d'alignement sur la justice des mineurs et le comportement général de notre société qui, en raison de ses difficultés économiques et sociales, aujourd'hui reporte de plus en plus tard l'entrée de nos enfants dans l'autonomie, dans la responsabilité, dans la vie active. Mineurs, il leur reste bien au-delà, dans les faits, bien au-delà des 18 ans et absolument contre leur propre volonté. Donc on leur dit à travers ce texte, mineurs, vous pouvez rester jusqu'à 20 ans, 25 ans, vous découvrirez les minima sociaux avant d'avoir eu une quelconque véritable insertion dans la société. Et en même temps, on leur dit, mineurs, vous pouvez cesser de l'être à 13 ans, à 16 ans, parce que notre société a peur de vous et n'est pas capable d'assumer le devoir de protection et d'éducation qui est à la base de l'ordonnance de 1945, mais qui aujourd'hui devrait être encore plus présente dans notre vision justement de l'enfance et de l'adolescence. Je crois que nous n'avons pas le droit, Monsieur le garde des Sceaux, d'opérer ce glissement insidieux vers la justice des majeurs.
La délinquance des mineurs est une vraie préoccupation dans notre société. Ce n'est pas ça que nous sommes en train de nier. La nécessité de la sanction, de mesures éducatives, nous la connaissons tous, nous la reconnaissons. Mais ce que nous affirmons en refusant cet article 17, comme nous refuserons d'ailleurs d'autres articles de ce titre 2, ce que nous refusons, c'est de fermer la porte et de quitter une justice spécialisée pour se rapprocher de la justice des adultes. Les enfants ont droit à ce temps de la vie, ils ont droit à cet âge d'être traités comme des mineurs et pas comme des majeurs. Monsieur Jean-Pierre Sueur. Merci Madame la Présidente. Je ne serais pas intervenu si Monsieur le garde des Sceaux n'avait pas fait preuve à l'instant de ce laconisme, puisqu'il n'a apporté aucun argument, en réponse aux interventions de mes collègues, et tout particulièrement celle de Jean-Pierre Michel, qui a insisté sur la tradition humaniste qui avait produit cette ordonnance de 1945. Monsieur Mercier, à côté du parc du Luxembourg, jardin du Luxembourg, au XVIIIe siècle et même au XVIIe siècle, existait une rue qui s'appelait la rue d'Enfer. Ça a donné d'Enfer Rochereau. Et cette rue s'appelait la rue d'Enfer parce qu'il y avait énormément de banditisme. Et il y avait beaucoup de guet-apens et il y avait même, Monsieur le ministre, la délinquance juvénile. C'est un sujet qui est très ancien, qui a toujours existé. Et la question est de savoir finalement l'idée qu'on se fait de l'enfant. Et à cet égard, on pourrait tout à fait citer, en particulier Jean-Jacques Rousseau, mais pas seulement. Est-ce que l'enfant, c'est une sorte de sauvage qui serait susceptible de commettre un certain nombre d'actes irréfléchis et qu'il faudrait sanctionner sans pour autant se préoccuper d'éducation? On voit bien quelle est la philosophie de ce texte, monsieur le garde des Sceaux, et je m'étonne que vous le défendiez. Avec cette comparution immédiate, appelons les choses par leur nom, avec cette substitution du parquet au juge des enfants, appelons les choses par leur nom, avec ce refus finalement de la spécialisation de la justice des mineurs, du calque de la justice des mineurs sur la justice des majeurs, vous tournez complètement le dos à l'ordonnance de 1945. J'ai été visiter la maison d'arrêt dans ma ville. J'ai rencontré les représentants des juges pour enfants de mon département. Avez-vous fait une concertation, monsieur le ministre, avec les juges pour enfants? Lorsqu'on voit le travail extraordinaire qu'ils assument, malgré la faiblesse des moyens, on est très étonné de ce que vous nous assénez. Peut-être êtes-vous en service commandé, monsieur le garde des Sceaux. Mais franchement, il y a des moments où vous devriez dire non. Voilà. Et je vous explique encore quelque chose. L'ordonnance de 1945, elle n'est pas contre la sanction. La sanction est éducative. Elle fait partie de l'éducation, vous le savez. Mais elle considère que le mineur est un être en devenir. Et ou bien l'on accepte cela et l'on tire toute une série de conséquences, comme d'ailleurs l'a très bien dit le Conseil constitutionnel le 10 mars 2011 à propos de l'article 41 de la loi LOPSI, et vous essayez de manière quelque peu besogneuse de contourner cette disposition, mais vous ne pouvez en méconnaître ni la lettre ni l'esprit. Ou bien on considère finalement qu'il n'y a plus de spécificité à la justice pour mineurs. Et vous êtes sur ce terrain. Et ce terrain, c'est quoi finalement? Protéger la société contre ces sauvages, ces monstres, les juger vite, les enfermer vite, s'en protéger vite
comme s'ils étaient un poison pour le corps social. Mais ce poison, ce sont nos enfants. Et par conséquent, il y a dans cet article 17 une conception de l'humanisme et une conception de la société. Tout est difficile, et la tâche des juges pour enfants, elle est très difficile, comme la tâche des éducateurs. Mais de même que je n'ai pas accepté dans cet hémicycle que l'on renonce à des exigences en matière d'éducation, quand par exemple on a cédé à la démagogie de supprimer l'école le samedi, de la vraie démagogie, moi je crois qu'il faut de l'effort pour l'éducation. Eh bien il faut aussi de l'effort, il faut beaucoup de travail, il faut beaucoup de ténacité, beaucoup d'œuvre humaine pour éduquer ces enfants qui font mal, qui commettent des délits en effet. Et c'est toute une philosophie qui est en cause, Monsieur le ministre. Et vous ne pouvez pas vous réfugier dans le laconisme. Il faut que vous nous répondiez sur le fond et que vous nous disiez comment vous argumentez ce changement de philosophie, car c'est bien d'un changement de philosophie qu'il s'agit. Si, Monsieur Pignard. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, je ne suis pas membre de la Commission des lois et je ne pensais pas intervenir ce soir, mais j'ai entendu les arguments développés par Monsieur Michel, Madame Tasca, par vous-même, Monsieur Sueur, et notamment un où on sort de la loi pour évoquer la philosophie, si j'ai bien compris. Et j'ai bien entendu tout ce qui a été dit sur la démocratie chrétienne en 1945. Alors comme je me flatte d'être aussi dans cet hémicycle un des représentants de la démocratie chrétienne, je voudrais quand même répondre sur certains points concernant la philosophie de ce texte. D'abord, je crois que c'est une évidence pour personne, nous ne sommes plus en 1945. Et nous ne sommes plus en 1945 ? Non, madame. Et j'adhère au propos qu'a dit madame Tasca. On ne l'est pas de deux façons. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes de 18 ans ne sont plus des enfants, soyons clairs, avec le mode de vie qu'ils ont, avec la nouvelle, même physiquement, quand vous le parlez, et en même temps, les jeunes, ils sont effectivement plus enfants que ceux de 1945. Parce qu'en 1945, pour des tas de raisons, les gens travaillaient, et il y avait 80% de la classe d'âge qui travaillait à partir de 14-15 ans, et que ceux qui étaient des délinquants, c'était précisément parce qu'ils se situaient hors de ce système, que nous avons changé du tout, et qu'aujourd'hui, nous avons eu ce débat aussi à propos des retraites. Je veux bien qu'on évoque à tout moment le Conseil national de la résistance, et j'ai beaucoup de respect pour ce qui s'y est fait pendant ce Conseil national. Il y avait aussi des démocrates chrétiens, mais le Conseil national de la résistance, c'était 1945. L'ordonnance, c'était 1945. Alors à partir de là, il y avait deux façons de procéder. C'était de faire, excusez-moi, comme si on était toujours en 1945 et de ne rien changer. Et puis, il y avait l'autre façon, alors disons la façon sécuritaire, qui disait on va s'occuper uniquement de la société, pas des jeunes. Pour ça, c'était très simple. Il fallait baisser l'âge de la majorité. Hein, et c'est ce que, justement, je crois savoir, ça a été exposé au début de ce débat, c'est ce que le gouvernement n'a pas voulu. Alors, entre le rien faire et entre faire comme si rien n'avait changé, je crois qu'il y a une voie médiane. Alors c'est peut-être une voie démocrate chrétienne, c'est peut-être une voie centriste, c'est peut-être tout ce que vous voulez, mais je crois qu'on ne peut pas nier cette réalité. Et puis je voudrais dire quand même à M. Sueur, si vous permettez, c'est que sa façon de dire le tout répressif qui remplace le tout éducatif, moi je vais vous dire, il y a quand même une chose qui a changé aussi depuis 1945. Je ne sais plus si vous êtes ou si vous l'avez été dans un conseil général. Je ne pense pas qu'en 1945, les conseils généraux dépensaient autant d'argent qu'ils en dépensent aujourd'hui pour la protection de l'enfance. Et je peux vous dire, et croyez-moi, je reprends votre expression, je ne suis pas en service commandé, mais je peux témoigner ici, pour être vice-président du Conseil général depuis 20 ans, aux côtés de Michel Mercier, que le département du Rhône consacre un budget énorme pour la protection de l'enfance. Et que je ne peux pas laisser dire ce soir que c'est tout répressif par rapport à tout éducatif. Mais je suis navré, il y a un moment où il y a une limite dans le tout éducatif, et il faut aussi, lorsque cette limite a été franchie, lorsque la société a mis tout l'argent et tout le talent qu'elle avait pour essayer de faire quelque chose, il y a un moment aussi où la justice doit dire son mot. Monsieur Charles Gauthier. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je suis très heureux par le hasard des inscriptions d'intervenir après ce que je viens d'entendre.
Lorsque l'on évoque les ordonnances de 45, parmi tous ceux qui en parlent, il y a toujours en gros deux catégories. Il y a ceux qui parlent de 45, de cette volonté d'apporter une réponse à un problème précis. Et ce problème existait. C'est aussi une réponse à ceux qui considèrent que la jeunesse d'aujourd'hui a tous les défauts et que dans le temps, ça se passait très bien. Si on a fait des ordonnances en 45, c'est qu'il y avait besoin d'en faire. Il y avait de vrais problèmes. Et entre 45 et aujourd'hui, à chacune des époques, on a connu des catégories de jeunes qui venaient justement apporter leurs troubles à l'équilibre de la société. Et en 45, dans une volonté généreuse qui était celle qui inspirait d'ailleurs toutes les initiatives de ce moment-là, en direction des jeunes, il y a eu une volonté de ne pas rejeter cette tranche d'âge à un moment où justement se mettaient en place beaucoup d'institutions pour l'ensemble de la société. Et puis, il y a ceux qui parlent de 45, comme je viens de l'entendre, de dire mais les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier. 45, ça fait 65 ans, 60, je ne sais plus, faites le calcul. Évidemment que les jeunes, eh bien, tout ça, ça a changé, notre société a changé. Et c'est parce que ça a changé qu'il faudrait qu'on change tout. Mais messieurs, mesdames, mes chers amis, essayez de regarder ce qui s'est passé depuis 1945 par rapport à ces textes-là. Il y a déjà eu près d'une quarantaine de modifications. Il n'y a pas une ligne qui soit d'origine. Il n'en reste que le titre. Il en reste le titre. Donc vous voyez, 45, on en parle, soit pour avoir un idéal, soit pour se camoufler, pour avoir au contraire de mauvaises arrière-pensées. Et ces arrière-pensées d'aujourd'hui, effectivement, nous ne les partageons pas. Nous ne les partageons pas parce que justement la jeunesse d'aujourd'hui ne mérite pas ça. Certes, tout le monde peut être témoin, je le disais dans une intervention précédente, peut-être avec moins de solennité, mais tout le monde est témoin du fait que les jeunes sont sans doute adolescents plus tôt. Mais après, quelles difficultés, quels obstacles à surmonter. Et pour devenir adulte, je crois justement qu'on devient adulte peut-être un peu plus tard, même si la société reconnaît un certain nombre de droits, la majorité, beaucoup de choses. Mais, tout à l'heure, dans l'après-midi, il y a eu un amendement. Le hasard de notre organisation fait que c'est moi qui l'ai proposé. C'est un des rares, j'en suis satisfait, qui fut accepté par la majorité. C'était justement sur l'affaire des jurés qu'on n'aille pas chercher jusqu'à 18 ans, cette fixation du 18 ans. Et donc on est resté, je crois, 23 ans dans un consensus d'Assemblée. Eh bien, moi, ce que je veux vous dire, c'est que aujourd'hui, en demandant, en exigeant qu'on aille toujours chercher chez des plus jeunes une équivalence à des adultes, à des sanctions qui seraient les mêmes, nous faisons fausse route et nous sommes d'ailleurs les seuls à faire cette route. Je dois quand même vous dire que si on regarde nos amis européens, un pays comme l'Espagne, un pays comme l'Allemagne, dans ces démocraties-là, il est en train de se préparer justement un certain nombre de textes pour lesquels il porterait jusqu'à 21 ans le statut des mineurs par rapport au pénal.
Voilà, je voulais seulement vous le dire. Nous, on a le droit d'être aveuglés et puis de continuer comme ça au cours d'une nuit printanière, de vouloir apporter des réponses à celles et ceux qui attendent des preuves d'une musculation par rapport à l'organisation de notre société. Je vous remercie. Merci. Monsieur Mézard. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Nous sommes dans un débat véritablement de fond, de principe. J'ai entendu la référence à la démocratie chrétienne chère à notre garde des Sceaux. Et je crois que les principes qui étaient ceux qui ont poussé le législateur en 1900, l'exécutif surtout, en 1945, à aller dans ce sens, sont ce qu'on peut appeler des principes fondateurs, même s'il est exact cette ordonnance, il n'en reste dans la réalité pas grand-chose au niveau littéral par rapport à ce qu'elle était en 1945, y compris l'article 1, qui a été modifié dès 1951. Ceci étant, les principes, il est dans notre République, bien heureusement, des principes fondateurs qui remettraient en cause les principes de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Y a-t-il quelqu'un qui puisse considérer ici qu'ils ne sont pas toujours modernes, qu'ils ne sont pas toujours fondamentaux, que nous y sommes toujours attachés et qu'il convient non seulement de les défendre, mais de faire en sorte qu'ils vivent et qu'ils prospèrent. Alors, je crois que ce débat est très important parce que le principe de 1945, ce qu'on nous dit, j'ai entendu notre collègue M. Pignard dire les choses ont changé, on n'est plus en 1945. Mais j'ai entendu il n'y a pas si longtemps un président de la République se référer ou faire référer dans toutes les écoles à M. Guy Môquet. Bon, alors on ne peut pas d'un côté dire 45 que ça n'existe plus, et puis quand ça arrange, essayer de se référer à cette période de la dernière guerre. Donc je crois que ces principes qui sont fondamentaux, il faut savoir les préserver. Les mineurs, ils sont différents. Mineurs, ce sont nos jeunes qui évoluent souvent considérablement, parfois dans le bon sens, parfois dans le mauvais sens. Et qu'il faut une justice pénale. Notre collègue Jean-Pierre Chevènement parlait des sauvageons. On ne peut pas dire qu'il avait un discours laxiste. Il avait le discours sage qui est celui à la fois de la fermeté quand c'est nécessaire et aussi de la compréhension, de la générosité, parce que des enfants, ça grandit, ça évolue et qu'il y a besoin de procédures, de systèmes éducatifs. Quand on est dans une juridiction pour enfants, on voit quoi? Parce que j'entends dire il faut aller vite, il faut frapper vite, et pour certains fort, pas tous. Et on le verra avec d'autres amendements. Mais j'entends aussi, et j'ai vu dans des audiences de juges des enfants et de tribunaux pour enfants, l'idée inverse de dire écoutez, vous êtes devant le tribunal, vous êtes devant moi, le juge pour enfants, juge au tribunal selon la procédure. Eh bien, écoutez, on va voir comment vous évoluez. Et puis vous reviendrez dans 3 mois, dans 6 mois, et là, dans 1 an parfois, et là, nous verrons si vous avez évolué favorablement et nous en tiendrons compte dans les mesures que nous serons amenés à prendre. Et c'est ça la sagesse. C'est ça la véritable sagesse. Et plus vous ramènerez cette justice pour mineurs vers le système de la justice pour majeurs, je crois, plus vous ferez une œuvre négative. Et puis, nous le savons tous, les principes, pour qu'ils soient bien impliqués, il faut leur donner de bons moyens et nous y reviendrons quand nous parlerons de la PJJ. Merci. S'il n'y a pas d'autres demandes, monsieur le rapporteur. Madame la Présidente, simplement pour dire que ce débat est un débat tout à fait intéressant, qui n'est pas médiocre, parfois peut-être un peu manichéen. Je me permettrai simplement de manière très pratique de 3 remarques, et trois remarques très rapides, rassurez-vous. La première remarque pour dire que je ne suis pas convaincu que l'extrême lenteur aujourd'hui de la justice pénale des mineurs, souvenez-vous des chiffres que nous citions hier, 18 mois en moyenne en matière de délit entre la réponse pénale et l'infraction.
Je ne suis pas convaincu que cette lenteur soit particulièrement et systématiquement favorable aux mineurs en situation de délinquance. Je crois que pédagogiquement, effectivement, ça mérite qu'on y réfléchisse. Seconde remarque, pour dire que les infractions commises par les mineurs, et on parle ici de délits, ces infractions, leur réponse pénale, c'est quoi? Leur réponse pénale, c'est, dans la majorité des cas, une alternative aux poursuites. Dans un grand nombre d'autres cas, c'est la compétence du juge des enfants statuant en audience de conseil. Et il n'y a que dans un nombre de cas limité que nous avons immédiatement la compétence du tribunal pour enfants. Et enfin, dernière remarque, je crois qu'il est excessif de dire que le tribunal pour enfants, c'est l'alignement du droit des mineurs sur le droit des majeurs. Le tribunal pour enfants, il est là pour appliquer le droit pénal des mineurs et il est là pour faire respecter la primauté notamment de l'éducatif sur la sanction. Merci. Pas d'autres demandes d'intervention, d'explication de vote. Je fais voter sur ces 3 amendements identiques. Quels sont ceux qui sont favorables à leur adoption? Ceux qui sont contre? Ils ne sont pas adoptés. L'amendement 151 rectifié que présente M. Détraigne. Merci Madame la Présidente. Oui, nous n'avons pas voté les amendements de suppression de l'article 17. Cela ne veut pas dire que nous trouvons forcément que l'article 17 est parfait tel qu'il nous est présenté. Donc l'amendement 151 vise à ce que la convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants ne soit pas applicable à un mineur qui est primo-délinquant. Pour ce faire, le dispositif reprend une formulation identique à ce qui avait été voté par le Sénat lors de l'examen de la LOPSI 2. Comme je l'ai rappelé lors de la discussion générale hier, je reste convaincu que le mécanisme qui nous est présenté n'est pas satisfaisant sur le fond, notamment au regard du principe du respect de la spécificité de la procédure pénale applicable aux mineurs, et tout le monde convient qu'il doit y avoir effectivement des spécificités dans la procédure pénale vis-à-vis des mineurs. Pour autant, cet amendement ne remet pas en cause le principe de la convocation par OPJ mineur. Il tend simplement, l'amendement numéro 151, il tend simplement à limiter son application à des mineurs qui ont déjà été condamnés au moins une fois pour des infractions similaires ou assimilées. Les autres, les primo-délinquants, doivent d'abord être déférés devant le juge des enfants, comme le prévoit la procédure actuelle, car ça a été dit dans le débat qu'il y a eu à l'instant, un mineur, c'est pas un adulte en réduction, même si l'expression n'a pas été utilisée. Un mineur, on doit le considérer, surtout quand c'est la première infraction qu'il fait, on doit le considérer différemment qu'on considère un adulte. Avis de la commission, monsieur le rapporteur. Les auteurs de l'amendement souhaitent restreindre la possibilité de convoquer un mineur devant le tribunal pour enfants aux mineurs récidivistes. Cet amendement semble à la Commission aller probablement trop loin. En effet, s'il n'est pas opportun d'utiliser cette procédure lorsque le mineur n'a jamais fait l'objet d'investigations approfondies sur sa personnalité, et le texte de la Commission a clarifié les choses sur ce point, l'amendement interdirait d'y recourir, par exemple, lorsque le mineur a précédemment fait l'objet de mesures éducatives ou qu'il a précédemment été condamné pour une infraction d'une autre nature. Il semble à la Commission que le critère essentiel permettant d'envisager le renvoi du mineur directement devant le tribunal pour enfants sans passer par une phase d'instruction préalable devant le juge des enfants est le caractère complet des informations dont la juridiction disposera, lui permettant de statuer en pleine connaissance de cause. Je rappellerai enfin que, stricto sensu, seuls 1,5% des infractions commises par des mineurs sont commises en état de récidive légale. C'est la raison pour laquelle, dans sa majorité, la Commission a donné un avis défavorable. Merci. L'avis du gouvernement, monsieur le garde des Sceaux. Oui, merci, Madame la Présidente. Sur l'amendement que vient de présenter monsieur Détraigne, je pense que je dois suivre l'avis du rapporteur. Sur d'autres amendements qu'il présentera ensuite, d'autres avis pourront être donnés, mais je crois qu'en exigeant que les mineurs doivent avoir
aient déjà été condamnés pour des infractions similaires ou assimilées, cet amendement réduit considérablement le champ de la convocation par OPJ et ne permet pas de prendre en considération le phénomène que les praticiens connaissent bien, qui est celui des adolescents qui, dans un bref laps de temps, quelques semaines, parfois 2 ou 3 mois, commettent une série d'infractions, souvent de plus en plus graves. Et dans ces hypothèses, le recours à la convocation par OPJ est tout à fait pertinent parce qu'il permet d'obtenir un jugement rapide qui pourra mettre fin à cette spirale de délinquance avant qu'il ne soit trop tard. Pour cette raison, je demande à M. Detraigne de bien vouloir retirer son amendement au bénéfice des suivants. Monsieur Detraigne. J'ai écouté attentivement le rapporteur et le ministre. Je suis prêt à retirer ces amendements, mais je précise que derrière, il y a d'autres amendements qui accommodent la procédure. Donc, je viens d'entendre à l'instant que le garde des Sceaux me demandait de retirer cet amendement au bénéfice des suivants. Donc, je n'oublie pas la fin de la phrase. En mémoire ce que vient de dire le garde des Sceaux, je retire l'amendement 151. Merci. L'amendement 154, Monsieur Detraigne. 154 rectifié. Alors, nous sommes toujours sur la procédure de convocation par OPJ mineur. Donc, l'amendement en 154, lui, tente à prévoir que cette procédure ne puisse être mise en œuvre que si le mineur a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs procédures en application des dispositions de l'ordonnance de 45. Le critère d'application est donc sensiblement différent de celui que je viens de proposer il y a quelques minutes avec l'amendement précédent, puisqu'il ne s'appuie plus exclusivement sur la notion de mineur condamné pour des infractions similaires. En effet, les délais de jugement étant malheureusement assez longs, ce qui ne sera peut-être plus le cas demain, Monsieur le Ministre, puisque c'est l'un des objectifs de la réforme, il peut arriver qu'un mineur soit déjà largement connu de la justice sans pour autant avoir été encore condamné. Le critère proposé est donc plus large que celui de la condamnation, mais l'objectif reste atteint puisqu'il s'agit d'exclure de cette procédure un mineur qui ne serait pas encore connu par la justice. Merci. L'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. La Commission a souhaité, sur cet amendement, s'en remettre à l'avis du Gouvernement. L'avis du Gouvernement, Monsieur le garde des Sceaux. Oui. Merci, Madame la Présidente. Pour cet amendement 154 rectifié, le Gouvernement donnera un avis favorable. Cette précision vient utilement compléter le texte de la Commission des lois et apporter une correction nécessaire qui ne figurait pas dans le texte initial du Gouvernement. Vous voyez, je suis toujours attentif au débat constructif que l'on peut mener avec le Sénat. Et grâce à cet amendement, la convocation par officier de police judiciaire ne sera jamais délivrée à un primo-délinquant. Pour autant, il sera possible de délivrer cette convocation à l'encontre de ces mineurs qui commettent des faits à répétition dans un bref laps de temps. Je suis donc favorable, comme je le disais, à l'amendement. Merci. Je vais donc faire voter sur cet amendement 154 rectifié. Ceux qui sont favorables à son adoption. Ceux qui sont contre ou qui s'abstiennent, il est adopté. 3 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. À l'article 17, donc, c'est l'amendement 156 qui est présenté par le Gouvernement. Voilà. Merci, Madame la Présidente. En donnant un avis favorable à l'amendement 154 de M. Detraigne, une partie de l'amendement que le gouvernement souhaitait déposer est satisfaite. La première partie est satisfaite par cet amendement. Pour la seconde partie, elle est relative au recueil de renseignements sociaux éducatifs et je pense qu'en cet état de la discussion devant le Parlement, il est mieux de retirer cet amendement. L'avis de la Commission. Ah oui, les autres. Les 2 amendements de M. Detraigne. Oui, 150 rectifié de M. Detraigne.
Oui, merci Madame la Présidente. Donc, je vous présente le 150. L'article 17 du texte prévoit donc que la convocation par OPJ ne peut être délivrée que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies au cours des 12 mois précédents. Notre amendement, l'amendement 150 que je vous présente, s'attache à cette deuxième condition, celle des 12 mois précédents. Il a pour objet de s'assurer du caractère suffisamment récent des informations relatives à la personnalité du mineur, car le mineur, évidemment, il bouge. Rappelons que c'est justement ce qui justifie l'usage de cette procédure qui reste dérogatoire en matière de mineurs. Le texte ouvre la possibilité de prendre en compte des informations sur le mineur qui remonteraient à près d'1 an, alors que sa situation a pu largement évoluer dans un tel délai. Et cette évolution peut avoir été aussi bien positive que négative. Aussi, le présent amendement vise à réduire le délai de 12 mois à 6 mois. Il est, en effet, nous semble-t-il, normal et efficace de pouvoir utiliser les informations qui ont pu être réunies sur le mineur au cours des procédures précédentes, surtout avec le dossier unique de personnalité qui permet effectivement d'avoir une vision plus complète de la personnalité du mineur. Mais il est indispensable de ne pas pouvoir s'appuyer sur des informations trop anciennes et potentiellement obsolètes, ne prenant pas en considération les évolutions récentes. Exiger que les informations sur le mineur soient récentes permettra justement de s'assurer d'un passage devant le juge des enfants lorsque cela est nécessaire. Voilà pour l'amendement 150. Le 153 rectifié, Monsieur Détraigne. Alors, le 153 est un amendement qui se situe dans le prolongement de ce que je vous ai proposé avec les amendements précédents. Il s'agit de s'assurer que les informations relatives à la personnalité du mineur qui sont prises en compte sont limitées à celles qui proviennent de la sphère pénale. En effet, la fin du 5e alinéa de l'article 17 prévoit la possibilité de prendre en compte des investigations réalisées par un juge des enfants statuant en matière d'assistance éducative. Or, cette dernière mission relève du domaine civil et non du domaine pénal. Nous vous proposons donc de supprimer cette disposition au travers de l'amendement 153. Merci. Quel est l'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur? Alors, sur le 150 rectifié, Madame la Présidente, en exigeant des investigations réalisées au cours des 6 mois précédents, au lieu des 12 mois actuellement prévus par le projet de loi, l'amendement de nos collègues introduirait une condition plus restrictive pour recourir à la convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants que pour recourir à la procédure de présentation immédiate, alors qu'il s'agit d'une procédure moins restrictive de liberté. Il n'est pas prévu de placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire du mineur en attendant l'audience de jugement. La distorsion ne paraît pas à la Commission justifiée, d'autant que, s'agissant de la présentation immédiate, le Conseil constitutionnel a validé le délai d'1 an. Donc l'avis sur le 150 rectifié est un avis défavorable. Sur le 153 rectifié, la Commission s'en remettra à l'avis du Gouvernement. L'avis du Gouvernement, Monsieur le garde des Sceaux, sur ces deux amendements. Merci Madame la Présidente. S'agissant de l'amendement numéro 150, le Gouvernement partage l'avis de la Commission. Le délai de 6 mois est un délai trop court dans le temps judiciaire. Le Conseil constitutionnel vient de valider le délai de 1 an. Je crois donc qu'il faut s'y tenir. Et de plus, le recueil de renseignements socio-éducatifs qui est activé en permanence sera là pour fournir les derniers renseignements si cela est nécessaire sur les éléments de personnalité. Je souhaite donc, si M. Détraigne et les co-signataires de l'amendement le peuvent, qu'il retire cet amendement. Et par contre, le Gouvernement est favorable à l'amendement numéro 153. Merci. Monsieur Détraigne, sur le 150, est-ce que vous maintenez votre amendement? Compte tenu des explications qui viennent d'être données et de la position qui a été prise par le Conseil constitutionnel, je retire donc l'amendement 150. Bien, alors je vais faire voter sur le 153 rectifié, qui a reçu un accueil favorable et de la Commission et du Gouvernement. Quels sont ceux qui sont favorables à son adoption? Il est adopté à l'unanimité. Et je fais voter sur l'article 17, ceux qui sont d'accord pour l'article 17, ceux qui sont contre. Il est adopté. L'article 29, une demande de parole de
Ah oui, Madame Boumediene-Thierry. D'abord, Madame la Présidente, d'abord. Ah, pardon, Madame la Présidente. Elle était inscrite d'abord, Oui, oui. je crois que cet article 29 est vraiment le signe de la déstructuration de la justice des mineurs. Et alors, comme tout à l'heure, je ne suis pas intervenue, parce que je venais de le faire, donc je n'ai pas pu reprendre la parole, quand d'aucuns se référaient à 1945 d'une façon, bien entendu, que je ne peux approuver, puisque j'ai souvent dit ici que tout a changé depuis et que nous-mêmes ne sommes plus le législateur de 1945, hein, vous le savez. Donc, et que tout le monde a grandi en taille. Bon, enfin bref, il y a tout ça. Enfin, pas moi, pas tellement, mais d'autres, notamment les jeunes, tous les jeunes. Donc, tout ça, évidemment, est prêt à rire, quoi, si ce n'est à pleurer. Donc, par contre, il y a quelque chose qui m'étonne toujours, c'est que ceux qui veulent absolument nous dire que l'ordonnance de 45, que 1945 n'est plus aujourd'hui, devraient quand même réfléchir au fait que depuis, c'est-à-dire bien postérieurement à 1945, il y a eu un certain nombre de dispositions internationales, et oui, qui étaient postérieures. Alors, je ne vais pas dire mais la France était en avance, oui, quelque part, en tout cas dans ce domaine. La France de l'époque. Et depuis, il y a eu la Convention internationale des droits de l'enfant, il y a eu les préconisations de Pékin, et vous voyez, je trouve que cette année est mauvaise quand même pour la France, puisqu'on a trouvé le moyen, nous, de supprimer le défenseur des enfants, qui est préconisé justement par la Convention internationale des droits de l'enfant, pardon, et qui, en plus, existe de plus en plus dans de nombreux pays. Eh bien, nous, on le supprime. Et puis maintenant, eh bien, on va supprimer en quelque sorte, enfin en tout cas mettre le pied dans la casse de la spécificité de la justice des mineurs. Alors que les pays voisins, comme cela a été dit, au contraire, ont tendance à étendre les procédures des mineurs au-delà de l'âge de 18 ans, alors qu'ils ont, grosso modo, autant de problèmes divers, d'ailleurs, avec dans la jeunesse. Alors moi, je vais vous citer l'UNICEF. Bon, l'UNICEF, c'est pas une organisation politique, quand même, hein, tout le monde est d'accord. Alors l'UNICEF a critiqué beaucoup le projet, votre projet, mais elle donne un certain nombre de préconisations, de recommandations. Alors elle dit, il faut éviter une stigmatisation des jeunes. C'est raté. C'est raté. Depuis 5 ans, vous n'arrêtez pas de montrer du doigt les jeunes, et même à l'âge de 3 ans, et même avant. Mais oui, mais c'est vrai. Ensuite, elle dit, il faut préférer le terme enfant à celui de mineur. Raté. Considérer les mineurs dangereux d'abord comme des enfants en danger. C'est raté. Défendre les grands principes de l'ordonnance de 45 et surtout en préserver l'esprit. C'est raté parce que vous n'en conservez pas du tout l'esprit, puisque vous dites la spécificité, vous essayez de nous expliquer que la spécificité, oui, vous êtes toujours dans la spécificité. Attention, à partir du moment où on casse l'unité du tribunal, enfin de l'ensemble du juge et tribunal pour enfants, en créant en plus un tribunal correctionnel pour enfants, tout pas semblable au tribunal correctionnel pour les majeurs, on n'est plus dans les principes. Fixer l'âge de la responsabilité pénale au-dessus du seuil de l'inacceptable. Vous voyez, il y a des pays qui considèrent, quand même la majorité des pays européens, c'est plutôt 14 et plus. Donc là aussi, on n'est pas vraiment dans le coup. Défendre une justice spécialisée jusqu'à 18 ans, au moment où vous vous apprêtez à faire une justice non spécifique à partir de 16 ans.
Donc, encore une fois, c'est raté. Déployer les moyens nécessaires, on aura l'occasion d'en parler quand on voit la misère de la PJJ, par exemple. Soutenir les parents plutôt que les accabler. C'est le contraire. Encore une fois, c'est pas bon. On n'arrête pas de les culpabiliser et en plus, vous savez, certains s'insurgent contre tous ces gens qui vivent de l'assistance sociale. Enfin, instaurer une politique volontaire de prévention de la jeunesse. Et vous nous répondez, la prévention, ça suffit, je l'ai entendu, maintenant c'est la sanction. Donc, encore une fois, c'est raté. Voilà, et ça, je trouve que c'est très dommage, parce qu'on a, en quelque sorte, été initiateur de principes qui, ô combien généreux pour la jeunesse, qui ont été repris sur le plan international au fil du temps, et Dieu sait s'il y a beaucoup à faire encore, bien sûr, et nous, on fait, vous faites marche arrière. Voilà. Et donc, vous avez, encore une fois, vous avez voulu nous prouver que vous étiez tout à fait dans les clous. Eh bien non, parce que vous modifiez la procédure de la justice des mineurs, puisque le Conseil constitutionnel vous a parlé des deux, et la procédure et les tribunaux, eh bien vous modifiez les deux. Vous rapprochez la procédure de celle des majeurs et vous cassez le tribunal pour enfants pour en faire deux instances différentes. Vous gardez le tribunal pour enfants, ce serait évidemment difficile de le rayer de la carte, et vous créez un tribunal correctionnel pour mineurs qui va juger beaucoup d'infractions commises par les mineurs sous une forme qui, évidemment, ressemble comme deux gouttes d'eau à la justice des majeurs. Merci. Madame Bourguienne-Thierry. Oui, Monsieur le Ministre. En effet, votre article 29 propose de créer une nouvelle juridiction spécialisée, compétente pour juger les mineurs récidivistes de plus de 16 ans. J'ai l'impression que l'on fait non seulement dans le droit spécialisé, mais aussi en plus dans la juridiction d'exception. En effet, il s'agit une nouvelle fois de la reprise d'une des propositions issues du rapport Varinard. Cette nouvelle juridiction, réservée aux jeunes récidivistes de 16 à 18 ans, place le juge des enfants en minorité dans cette nouvelle composition où les juges issus du tribunal correctionnel seront dès lors majoritaires. Pour nous, cet article constitue une nouvelle manifestation de défiance du gouvernement à l'égard du juge des enfants, soupçonné à tort de laxisme dans le traitement de leur dossier. Ces mesures accablent évidemment également les assesseurs qui accompagnent le juge des enfants. Le fait que le juge des enfants préside cette nouvelle composition n'est qu'un leurre. Il ne suffit évidemment pas à remédier aux lacunes évidentes et à la dangerosité d'une telle disposition. Il s'agit évidemment d'une atteinte inconstitutionnelle au principe de la juridiction spécialisée, qui par ailleurs dévalorise le travail pédagogique fait par le juge des enfants. Une fois de plus, on tend ici à traiter les mineurs comme des adultes délinquants, en les faisant passer devant une juridiction semblable à celle des majeurs, comme si cela suffisait à les dissuader à terme de récidiver de nouveau. Or, il n'en sera rien. Cette disposition ne tient absolument pas compte de la complexité des situations de délinquance juvénile. Je rappellerai ici les exigences de l'article 1er de l'ordonnance de 1945 qui dispose « Les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée de crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun et seront justifiables que des tribunaux pour enfants ou des cours d'assises de mineurs. » La composition de ces nouveaux tribunaux correctionnels pour mineurs, dont vous tentez enfin de nous faire les louanges, Monsieur le Ministre, ne garantit donc en rien la spécialisation de la justice des mineurs, puisqu'un seul juge pour enfants est appelé ici à siéger aux côtés de 2 magistrats qui, eux, ne seront pas spécialisés. Pire encore, que l'expérimentation qui sera faite dès le 1er janvier 2012 dans les cours d'appel, où 2 citoyens assesseurs accompagneront les 3 magistrats dans ces tribunaux correctionnels pour mineurs, à l'instar du tribunal correctionnel pour majeurs. Vous préférez donc, Monsieur le Ministre,
aux assesseurs choisis pour l'intérêt qu'ils portent aux questions de l'enfance et pour leurs compétences, qui exercent au sein du tribunal pour enfants 2 jurés populaires formés à la va-vite, dont il n'est pas exigé un quelconque intérêt pour les problématiques spécifiques des mineurs. Malheureusement, cet article 29 est une nouvelle illustration de l'idée reçue, rabattue sans cesse par le gouvernement et dénoncée à maintes reprises durant notre discussion générale, selon laquelle les mineurs d'aujourd'hui ne seraient pas ceux d'hier. Il est éminemment regrettable que ce poncif erroné ait guidé le contenu de cet article, ainsi que toute la rédaction du titre 2 du présent projet de loi. Pour toutes ces raisons, bien sûr, nous voterons massivement contre l'article 29. Merci. Nous abordons maintenant 3 amendements identiques faisant l'objet d'une discussion commune. L'amendement 41, M. Michel ou M. Anziani. Madame la Présidente, cet article est important puisqu'il crée ce fameux tribunal correctionnel pour les mineurs auxquels nous sommes opposés. Je vais vous expliquer quels sont pour nous les 3 défauts majeurs de ce tribunal. Mais d'abord, je voudrais reprendre la discussion. Quelle est la raison de la création de ce tribunal? Moi, j'ai lu le rapport de M. Le Cerf, j'ai regardé l'étude d'impact, j'ai entendu d'ailleurs ce que disait tout à l'heure Virginie Claes. Il n'y a pas d'éléments statistiques qui nous permettent de considérer qu'aujourd'hui, nous sommes en face d'une délinquance des mineurs qui aurait un caractère évolutif, notamment tel qu'il faudrait prendre de nouvelles mesures pour enrayer. Nous savons que la délinquance des mineurs évolue sensiblement parallèlement à celle des majeurs, et donc là, il n'y a pas d'originalité. Alors, quels sont pour nous les 3 défauts? Le premier défaut, évidemment, c'est que le tribunal correctionnel des mineurs nie la spécificité du mineur. On ne va pas le développer, mais il nie dans l'essentiel, puisqu'avant, il y avait des assesseurs qui devaient avoir une qualification à un intérêt précise pour les questions de la jeunesse. Demain, il n'y en aura plus. Donc, on fait disparaître la spécificité. J'ai entendu, là, sur les bancs, quelques explications, nous disant toujours la même chanson, c'est-à-dire, oui, mais les jeunes d'aujourd'hui ne sont plus comme les jeunes d'avant. Je ferai quand même observer que nous sommes peut-être les seuls en Europe à le penser. Cela a été dit, mais je voudrais donner quelques détails, parce que j'ai été regarder à l'instant la note de synthèse publiée sur le site du Sénat sur cette question. Et dans la note de synthèse, on lit des choses tout à fait intéressantes, puisqu'on lit que quel est le mouvement aujourd'hui européen? En Allemagne, le droit des mineurs est applicable aux jeunes de 18 à 21 ans, mais il n'y a pas que l'Allemagne. En fait, au Portugal, c'est la même chose, aux Pays-Bas, c'est la même chose, et en Espagne, où aujourd'hui il y a effectivement un régime applicable à partir de 18 ans, on considère qu'il faut aller au-delà et le porter à 16 ans aujourd'hui, et aller au-delà et le porter aujourd'hui à 18 ans. C'est-à-dire que dans la plupart des pays européens, on considère qu'effectivement, le jeune d'aujourd'hui n'est pas le même que le jeune de 1945, mais que justement, d'une certaine façon, ces prérogatives de la jeunesse doivent être assurées au-delà de 18 ans et, regardons, 21 ans. Nous sommes tous européens, monsieur le garde des Sceaux. Alors justement, tirons-en là une leçon en la matière et essayons de nous aligner sur les autres pays européens. Deuxième défaut, je serai très bref, c'est l'automaticité du renvoi des mineurs récidivistes. Là, évidemment, on a tout de suite peur avec la notion de récidive. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mineur qui a volé des bonbons un jour à l'étal d'un marchand et qui demain va se retrouver en état de recel, par exemple, d'un DVD, eh bien, va se retrouver en état de récidive. Et comme il se retrouve en état de récidive, alors il va directement comparaître devant le tribunal pour enfants. Et puis le troisième défaut, évidemment, c'est le fait qu'on ne change pas simplement de tribunal, on change d'approche. On change d'approche et effectivement, on va vers une approche qui est conforme à celle des majeurs. Tout cela, évidemment, ne peut pas nous convenir. Merci. L'amendement 88 que Madame Assassi. Oui, merci Madame la Présidente. Donc c'est vrai, cet article est important, mais j'oserais dire surtout qu'il est redoutable, car n'en déplaise à certains ici, il détruit effectivement des principes fondateurs et fondamentaux de l'ordonnance de 45 relative à l'enfance délinquante. Donc, il me semble que aujourd'hui le gouvernement fait fi du principe constitutionnel de spécialisation de la justice des mineurs,
car en réalité, le tribunal correctionnel pour mineurs est en presque tout point identique donc à celle des majeurs. Donc ce principe de spécialisation de la justice des mineurs n'est pas seulement garanti par la Constitution, il l'est également, et cela a été rappelé notamment par Nicole Borvo-Cohen-Seat, par des textes internationaux. On a évoqué donc l'article 40 de la Convention internationale des droits de l'enfant, mais de même que les règles de Pékin sur le traitement des mineurs délinquants qui a été adopté par les Nations Unies et qui garantissent ces droits de l'enfant. Par ailleurs, et pour y avoir travaillé quand même, je rappelle ici que le Conseil constitutionnel, donc dans sa décision du 10 mars, a invalidé plusieurs dispositions relatives à la justice des mineurs qui étaient donc insérées dans la LOPSI 2 en rappelant la nécessité de respect de la spécialisation de la justice des mineurs. Alors, tentant de se prémunir évidemment contre les critiques d'inconstitutionnalité qu'on ne manquera pas de lui objecter, et pour cause, ce texte de loi prévoit donc une soi-disant procédure spécifique qui se résume à la seule présidence de ce tribunal par le juge pour enfants aux côtés de 2 magistrats non spécialisés, alors qu'on sait très bien que le président ne dispose d'aucun pouvoir particulier. Donc cette disposition est d'une ignorance totale. La spécificité de la justice des mineurs ne tient pas à la seule présence du juge pour enfants. Elle n'est spécialisée que si de sa prise en charge, en passant par son jugement et pour aller jusqu'au prononcé des peines, le mineur est suivi selon une procédure spécifique par une institution consacrée et selon des mesures adaptées. Tout le processus fait sens. Ainsi, cet article nie le travail pédagogique du juge pour enfants, dénigre la phase pré-sententielle dont l'importance est primordiale pour l'appréhension et la compréhension par le mineur du jugement et de la peine. Il porte en lui la fin de la justice pour des mineurs qui ne sont effectivement plus les mêmes qu'hier. Il instaure donc une marginalisation des tribunaux pour enfants. Enfin, dernière chose, ce tribunal correctionnel pour mineurs est d'une incohérence totale. Il pourra être composé de citoyens assesseurs non spécialisés, alors qu'au sein du tribunal pour enfants siègent 2 assesseurs choisis pour l'intérêt qu'ils portent aux questions de l'enfance et en fonction de leurs compétences dans ce domaine. Si, Monsieur Mézard, c'est vous qui défendez l'amendement 147 rectifié. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Effectivement, cet article 29 est aussi un des points forts de ce texte. Et la création du tribunal correctionnel pour mineurs, si l'on en croit l'exposé des motifs, est justifiée par la nécessité de faire comprendre aux intéressés la nécessité de sortir de l'engrenage de la délinquance. Alors, passons l'angélisme, le postulat, c'est qu'il faut réprimer. Et pour nous, c'est une nouvelle brèche, cet article 29, dans la spécificité du droit pénal des mineurs. Alors, l'oralité des débats, y compris en séance publique au Sénat, c'est bien, mais il est toujours très intéressant d'aller lire ce que vous avez écrit. Et j'ai le projet de loi sous les yeux, et j'y vois à la page 83, très objectivement relater ce que vous voulez. Vous dites que cette création de ce tribunal correctionnel pour mineurs, c'est la préconisation de la commission Varinard. Et quel est le but? À la progressivité des sanctions doit correspondre une même progression dans les formations de jugement compétentes pour connaître des mineurs jusqu'à afficher une plus grande sévérité avec la comparution du mineur devant un tribunal correctionnel dont la charge symbolique et la solennité apparaissent nécessairement plus fortes. Et je tourne la page et je vois que il faut effectivement cette option pour vous pour tourner le problème de la spécialisation des juridictions des mineurs. Aussi, la composition
de la juridiction de droit commun, je vous cite, a été adapté afin de prévoir la présence d'au moins un juge des enfants. Le renvoi de certains mineurs devant cette juridiction présente l'avantage de permettre, dans ces cas, de juger également des co-auteurs et complices majeurs. Ça aussi, c'est tout à fait révélateur. Bon. Et je vais en bout de ce paragraphe. Il paraissait donc assez justifié que ces mineurs, qui peuvent se voir infliger des peines suivant le régime applicable aux majeurs, comparaissent également devant une juridiction propre aux majeurs. Parce qu'en effet, les mineurs de plus de 16 ans ont une situation particulière dans notre ordre juridique, puisque pour ces mineurs, l'excuse de minorité peut être écartée à titre exceptionnel. Mais on vous fait confiance pour que l'exceptionnel dérive vers l'habituel. Donc vous avez dans ces 2 pages la caractérisation des buts réels que vous poursuivez, c'est vous qui l'écrivez. Voilà quelle est la réalité. Et alors on va avoir un tribunal correctionnel des mineurs avec un seul juge des enfants. Vous remplacez les 2 juges qui étaient des personnes d'expérience dans le domaine des enfants par 2 juges professionnels. On voit mal là quel est le but poursuivi et vous y ajoutez dans certains cas 2 citoyens assesseurs qui, bien évidemment, n'auront, eux, strictement, sauf cas exceptionnel, aucune compétence particulière dans ce domaine particulier. Et pour couronner le tout, et j'en termine, l'alinéa 12 dit que le service de la protection judiciaire de la jeunesse est consulté. Nous savons quel est l'état de la PJJ, malheureusement, et malheureusement aussi du grand manque de moyens qui caractérise aujourd'hui la PJJ. Merci. Nous quittons l'hémicycle du Sénat. Merci à vous d'avoir suivi cette séance. Pour la revoir, notre site internet publicsénat.fr. Bonne fin de journée à tous.